Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kumesto Gwaimozone. Alors toujours dans notre série de rencontres avec des jeunes hommes et femmes politiques, j'ai aujourd'hui à mes côtés un candidat qui s'est présenté à moi à travers les réseaux sociaux et que j'ai contacté, qui s'appelle Joachim et qui fait partie du parti politique l'UNI. Si je dis bien ça, Joachim, c'est bien ça? C'est vraiment ça, c'est l'uni, donc comme ça marche dans les deux langues et c'est vraiment parfait. Bah écoute, Joachim, déjà un grand merci d'avoir trouvé un local pour me recevoir. D'ailleurs, en plus, on se le disait en off, mais on vit à peu près de la même commune. Ouais, on vient tous les deux d'Anderlecht, c'est vrai. Là, bon, on est à la VUB parce que j'ai dû trouver un local et tout. Ouais, Mais ouais, on vient vraiment du même quartier, Skut, Anderlecht. exactement, ouais. Et Joachim, parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo, donc il y en a certains qui te connaissent, d'autres qui te connaissent moins. Est-ce que tu sais te présenter à moi? Quel âge tu as? Quel est ton parcours de vie? Et comment est-ce que tu es atterri chez l'UNI? Alors, moi, je m'appelle Joachim Félix. Je pense être le plus jeune candidat que tu reçois. J'ai 18 ans. Ouais. Mais c'est vraiment pas un défaut cet âge. C'est vraiment, ça exprime la volonté que j'ai pour mon futur et vraiment de prendre en main ce futur parce que notre jeunesse doit prendre en main ce futur politique. Donc on voit que la moyenne d'âge, elle ne fait que continuer à augmenter. Et là, on doit faire des défis où nous, les jeunes, on est concernés. Alors Ouais. là, Je vais juste te faire une remarque. Si tu sais juste rapprocher le micro vers toi, ça va. Là, voilà, là c'est parfait. voilà. Et là, mon parcours, en fait, ça commence très tôt. Je suis comme tous les Anderlechtois, donc j'ai mon enseignement à Anderlecht, ISND, si les gens connaissent. Et Ouais. donc toute ma vie, je l'ai fait à Anderlecht. Et vers 14-15 ans, je me cherche un peu et d'un coup, je trouve les jeunes sapeurs-pompiers. C'est une formation de cadets qui apprend en fait le métier de pompier et qui donne vraiment des certifications. Et là, c'est vraiment là où j'ai le déclic. Donc, j'apprends que toute décision, elle met en jeu des vies, elle met en jeu des gros impacts, etc. Et c'est vraiment là où je me conscientise, où c'est quoi la valeur d'une vie humaine. Et le truc que je commence un peu à percevoir, c'est que les gens, en fait, dans ces corps qui sont si essentiels à notre société, ils ne sont pas écoutés par le monde politique. Et c'est là où je commence à commencer à tilter, parce que réellement, on se retrouve avec des gens que si on a des mauvaises décisions politiques, ça incombe avec des vies humaines. Et je veux dire, quand on a eu récemment ce qui s'est passé, parce que le good move, autant pour les commerçants que pour autre chose, c'est dramatique. Mais là, quand on parle de j'ai perdu 5 minutes dans une intervention et donc j'ai perdu une vie, on se conscientise beaucoup plus. Et là, ça vient de je comprends un peu ce qui se passe et ce qui ne va pas dans notre société, c'est vraiment qu'on n'écoute pas les gens sur le terrain. On n'écoute pas les gens, mais peu importe, hein, je veux dire, autant dans un service public que comme entrepreneur, comme employé, mais on n'écoute pas ça et on perd énormément de choses. Et on se concentre plus sur des questions ultra politiques, ultra communautaires, qu'en fait ne touchent pas clairement le citoyen. Donc là, justement, à 15 ans, quand j'apprends tout ça, quand je me conscientise et que je rencontre des gens exceptionnels qui me racontent ce qui se passe, et que je vois qu'en fait, on n'est pas préparé pour ce qui va arriver, je me dis, ah, le monde politique fait défaut, et il faut qu'on prenne en main ces choses-là. Je veux dire, là, ce que j'avais eu surtout, c'est qu'en 2014, on avait la protection civile qui a été vraiment démantelée. Je veux dire, sur 4 casernes qu'on avait sur 6, on en a fermé 4. Et donc, la protection civile, c'est vraiment la chose qui permet de défendre face aux catastrophes naturelles. Et en plus, avec le changement climatique, Exactement. euh, Ouais. on s- Peut-être rappeler que la protection civile, c'était une institution qui venait en aide aux pompiers, notamment quand il y a des catastrophes naturelles, comme ce qu'il y a pu y avoir là très récemment en Gembloux, à Wallin, etc. Ils viennent en aide aux citoyens et parfois aussi sont déployés à l'étranger aussi pour venir en aide comment dire, à des personnes démunies suite à une catastrophe ouais, naturelle. surtout avec le Bifast, etc. Et les choses que les pompiers m'ont dit, c'est on a désinvesti dans le Bifast, qui est vraiment essentiel. Et au niveau de la protection civile, voilà, on l'a vu lors des inondations, on remet cette question sur la table, mais effectivement, ces choix politiques complètement déconnectés qui avaient été faits à l'époque sous le gouvernement NVA et MR, en fait, ça a coûté des vies. Ça a coûté des vies lors des inondations. Quand j'ai parlé avec des pompiers qui avaient d'expérience, des sergents, etc., on me dit aussi que la protection civile, c'est là pour les catastrophes ferroviaires. Et on se retrouve alors maintenant avec des risques de catastrophes ferroviaires où s'il y a un accident, ça va vraiment être grave, ça va vraiment être comme en Grèce ou quoi, où on aura des 400 morts, etc. Et là, je me dis, ok, le monde politique, il fonctionne pas vraiment. À côté de ça, j'ai eu de la chance, j'ai une famille vraiment aimante qui m'a donné toutes les capacités. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai cette chance vraiment que ma famille m'a donnée de pouvoir me cultiver, apprendre, et à la fois aussi avec les pompiers, apprendre aussi des valeurs comme servir son pays, mais servir les citoyens, mais surtout pas
comme on a maintenant à l'extrême droite, où c'est des valeurs nationalistes, de haine, mais des valeurs Du patriotisme. du patriotisme, j'aime mon pays, donc je vais aider les citoyens de mon pays. Et je veux dire, là, justement, j'apprends aussi donc, ce qui se passe au niveau de la non-écoute des gens qui travaillent sur le terrain, et que c'est vraiment problématique. Et à côté de ça, je me renseigne, et grâce à Internet, et grâce aux livres surtout, je permets de me conscientiser un peu sur ce qui se passe à l'international. Et sur, en fait, on voit très bien la stratégie européenne depuis 20 ans, elle n'est pas efficace, même au niveau diplomatique, etc. Je veux dire, on le voit tous. Par exemple, là récemment, ce qui se passe, et je pense que c'est même pas mis assez sur la table, c'est dramatique, c'est qu'on est en crise médicamenteuse. On a à peu près 3500 médicaments qui sont en risque de pénurie. Et moi, quand j'ai ma grand-mère de 91 ans qui vient me dire que ouais, je dois attendre 2-3 semaines parce que le médicament est en pénurie, et qu'après je discute avec les pharmaciens, les pharmacologues, et qui me disent c'est dû à des chaînes d'approvisionnement, parce que justement l'emballage, on l'a mis en Chine, etc. Et qu'on se rend compte qu'en fait, on ne pose même pas ces questions sur le débat public. On va parler de débats, on va faire des pseudo-débats pour justement masquer ce problème. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi je suis diabétique. Et il y a eu un moment, il y a eu toute une vague en fait, de vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. On faisait la promotion d'un médicament qui permettait de perdre du poids. Et en contrepartie, il y avait aussi, donc, je vais le montrer à la caméra, j'ai un capteur. Il y avait aussi certaines influenceurs qui faisaient des vidéos en utilisant ce capteur pour mesurer leur taux de glycémie et ainsi calculer en fait, leur indice glycémique pour pouvoir perdre du poids. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, à cause de ces influenceurs, les gens ont commencé à commander ces capteurs sur le site du fabricant. Et le fabricant n'en avait tellement plus que nous, diabétiques, on n'avait plus de moyens de contrôler notre glycémie que par des moyens, en fait, disons, ancestreux. Pourquoi ? Parce que des influenceurs ont tout simplement commencé à abuser de ces médicaments qui étaient importants pour nous. Tout comme pour un autre médicament qui s'appelle le Saxenda, c'est une injection que s'injectent certains patients diabétiques qui sont obèses. Bon, je me fais une dédicace à moi-même. Mais c'est vrai que les partis politiques aujourd'hui n'en parlent pas. Et le fait d'avoir été cadet chez les pompiers, chez les sapeurs-pompiers, est-ce que ça t'aide aujourd'hui encore dans ton choix d'orientation politique, tu vois, de la description de ton programme politique ? Oui. Même si on n'aborde pas ces questions pour l'instant dans nos programmes politiques, qui sont plus axés sur la démocratie, l'éducation et l'innovation, vu qu'en fait, on s'est concentré d'abord là-dessus parce que réellement, ce parti s'est créé il y a 8 mois par une volonté de lutter contre les séparatismes, parce qu'on le voit bien en Flandre, le Vlaams Belang, les NVA prennent vraiment énormément de force. Et on sait très bien que le MR, le PS, même s'ils disent qu'ils sont pour la Belgique unie, ils vont s'allier à ce genre de parti, on le sait, et qu'il n'y a pas le répondant face à ça. Réellement, avec les pompiers, c'est surtout cet esprit de servir. Parce qu'en fait, on peut servir son pays à travers la politique. Et c'est justement ça qui est important. C'est de se dire, au lieu de faire de l'électoralisme de base, comme on voit dans tous les partis, réellement se dire, on va proposer une vision pour toute la Belgique, pour qu'elle tienne la Belgique, autant institutionnellement qu'économiquement que socialement. Vraiment faire du réel développement durable. Je pense que beaucoup de partis sont nés de cette volonté. Écolo, sa première volonté, c'est développement durable. Après, on sait ce que c'est devenu. Mais là, réellement, c'est d'apporter cette volonté, vraiment une volonté patriote, pas vraiment de l'amour de son pays et de se dire l'amour de ses citoyens, peu importe leurs origines sociales, peu importe leur classe sociale. Je veux dire, moi je viens d'Anderlecht, je veux dire, on a toujours été mixte. C'est une phrase un peu cliché, mais le racisme, on l'a vu à la télé, on l'a vu sur les réseaux sociaux à l'extérieur. On a toujours grandi ensemble, on a toujours entrepris des choses, on s'est toujours soutenus entre frères. Je veux dire, quand j'allais à la salle, on était toujours ensemble, entre potes, on a vraiment... Et on aime tous cette Belgique. Et que ça soit du nord et du sud du pays, en fait, on aime tous la Belgique. Et, bien sûr, oui. Et je veux dire, réellement, personne ne veut la maintenir. Personne ne veut se dire, il y a des problèmes en Belgique, on doit la maintenir, et on doit faire face à ces séparatismes qui sont en train de venir. Et justement, c'est ce truc les pompiers, ils m'ont appris à servir, ils m'ont appris justement une discipline, et j'en suis vraiment ultra reconnaissant. J'invite, si jamais il y a des pères de famille qui ont vraiment des enfants, mettez-le aux jeunes sapeurs cadets pompiers, ils vont vraiment rencontrer des gens incroyables, avoir la discipline, et ça va leur peut-être donner des vocations. Et vraiment, tout ça, ça m'a permis de me dire, allez, je veux dire par exemple, même si ça a l'air ultra éloigné, on parle de coopération terre rare, de microprocesseurs, etc. C'est sans cette volonté de, je veux que mon pays il survive jusqu'en 2030, jusqu'en 2050, autant économiquement, et qu'il se développe encore. Et donc, justement, on parle de ces questions qui sont même pas mises sur le débat public. Je pense que j'ai entendu une fois sur LN24 en parler, et des journalistes qui disaient vraiment c'est important parce qu'on ne fait pas de voiture électrique sans microprocesseurs, sans terre rare, etc. Il y a des conflits dans le monde qui sont liés justement à cette terre rare. Je parle au Sud Kivu, réellement. Et vraiment, les Européens
par exemple, ont un rôle là-dedans. Parce qu'ils soutiennent parfois des États comme le Rwanda ou ces États pillent ouvertement le Sud Kivu. Le cas du cobalt, du coltan, ce qui est présent dans tous nos téléphones, qui est devenu essentiel. Je veux dire, là, on ne pourrait pas faire cette vidéo s'il n'y avait pas ces terres rares, s'il n'y avait pas ces microprocesseurs, s'il n'y avait pas ces transistors. Et donc, vraiment, poser les réelles questions. Parce que là, ce qui se passe dans le monde politique, c'est qu'ils essayent de dévier vers des questions de fond, etc., pour éviter les vrais sujets. Parce que les vrais sujets, ils ne les maîtrisent pas. Je me rappelle, une fois, j'ai dû aller faire signer, parce que nous, on est passé par un process de reconnaissance partie, il y en a deux. Soit on va chez les députés, donc les députés, ils nous signent, et ça veut dire là, c'est bon pour toutes les circonscriptions, soit on va chercher 500 à 200 signatures par chaque circonscription. Donc là, on a eu 3, Bruxelles, Brabant-Flamand, Brabant-Wallon. Et donc quand j'ai été les déposer, j'étais face à presque tous les partis politiques, et j'ai pu discuter avec eux. Et je vois que quand j'apporte certaines questions, genre la pénurie médicamenteuse, on va me répondre des réponses par défaut, comme si on parlait à des PNJ dans des jeux vidéo. Genre une réponse. Et je me rappelle, je parlais avec une représentante du mouvement réformateur, et je disais, ouais, nous on a une politique pour soutenir l'innovation, mais là il commence à avoir des problématiques au niveau du stock de ces médicaments. On est en pénurie. Et non, il faut soutenir l'innovation, il faut soutenir l'innovation. Mais j'ai pas dit que j'étais contre. On n'est pas là à vouloir taxer l'innovation, à pas vouloir investir dans la recherche et le développement et dans les universités. Non, j'étais juste en mode, on doit parler de cette question. Et non. Ouais. Mais est-ce que tu trouves, pour revenir sur un élément que je trouve important, parce que quand on regarde ton logo, le logo de ton parti politique, il y a le drapeau belge. Moi j'ai été scout, tu vois. Au scoutisme, on m'a appris aussi ce patriotisme, être prêt à mourir pour sa nation. Moi j'exerçais un métier, je ne le décrirai pas pour des raisons professionnelles et de secret professionnel, mais où je me lève le matin et je porte un gilet pare-balles. Tous les jours, je sais que je risque de mourir en mettant ce gilet pare-balles. Et récemment, j'ai eu un débat avec un collègue à qui je disais, écoute, faut que tu saches un truc, c'est qu'on met un gilet pare-balles, on va mourir pour notre nation et ça va être notre plus grande fierté. Actuellement, on n'a pas peur des personnes auxquelles on a affaire, mais par contre, moi, ma plus grande fierté, c'est de mourir pour ma nation et de voir, en fait, comme aux États-Unis, quand un soldat meurt pour son pays, qu'on vienne et qu'on dépose le drapeau de ma nation sur mon cercueil. Ça sera ma plus grande fierté. Et c'est quelque chose que j'ai appris au scout. Moi, je me souviens, la première chose qu'on faisait quand on allait au scout, c'est on creusait un trou, on faisait un mât et on se préparait pour le lever du drapeau. Et le matin à l'aube, on levait le drapeau, on saluait le drapeau et en fin de journée, donc au coucher du soleil, on descendait le drapeau. Et le drapeau, on le pliait et on attendait le lendemain matin et on le relevait. Il y avait une véritable symbolique. J'ai été dans une école aussi où on chantait l'hymne national belge le lundi matin. Et le vendredi après-midi, le dernier jour de cours, on le rechantait à nouveau. On était fiers de ça, tu vois. Est-ce que tu trouves que, étant donné que c'est un point important dans votre programme, qu'au niveau de l'éducation, on devrait retravailler sur ces valeurs patriotiques ? Je pense qu'il y a peut-être un travail à faire parce qu'effectivement, maintenant, dans certaines écoles, on n'apprend plus des bases. Même moi, on ne m'a pas appris la brabançonne, etc. Mais je pense que dans l'éducation, c'est peut-être d'autres choses. Parce que l'éducation, là, ce qu'il y a vraiment, c'est que si on veut vraiment avoir un sentiment belge, c'est le bilinguisme. C'est de pouvoir justement parler français et néerlandais et même, si c'est possible, le trilinguisme, parler allemand. L'allemand, parce que ce sont nos langues nationales. Et je veux dire qu'on doit... Parce que là, si on fait du patriotisme, etc., mais qu'on n'a pas la base, qui est justement d'avoir un enseignement de qualité pour ces langues, et avec des objectifs. Parce que là, justement, ce qu'on a voulu mettre en place dans l'enseignement, c'est déjà d'un peu avoir des programmes qui sont égaux. Parce que maintenant, moi, je sors de l'enseignement francophone, je le vois très bien. Je n'ai pas le même niveau que l'enseignement néerlandophone. Et avoir aussi un apprentissage valorisant. Moi, ce que j'ai vu aux pompiers, ce que j'étais super content, super fier, c'est quand je regarde et je montre à mes parents, parce que ça, c'est la fierté quand on montre à ses parents. J'ai le CAF, donc c'est les certificats d'aptitude fédérale. J'ai passé cet examen, où c'est technique pompier. Et justement, là, c'est permettre aussi que ça soit certificatif dans les langues et en passant les certificats linguistiques. Parce que maintenant, on les demande quand on va à Zaventem. Les gens qui veulent avoir un job étudiant à Zaventem ou bien taximan, ils ont besoin d'un certificat linguistique. Et c'est plus facile pour l'emploi. Et je veux dire que d'abord travailler sur le bilinguisme, aussi avoir un programme d'histoire réel. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on a en Flandre le Vlaamse qui prend petit à petit et qui est en train de créer un mythe flamand qui est vraiment faux. Moi, en ayant discuté avec un écrivain ultra connu en Flandre, je ne sais pas si vous connaissez Bart Van Loo. Bien sûr, ouais. Qui a écrit De Bourgonders, c'est l'histoire des Bourguignons, et qui est ultra connu. J'ai discuté avec lui, il était super fan du projet qu'on amène, l'Uni, et il remarque, en Flandre, on est vraiment en train de faire de la propagande, créer des choses qui sont fausses.
je veux dire, l'élément fondateur de la Flandre, c'est la bataille des Éperons d'Or. Mais si on regarde le récit historique, la bataille des Éperons d'Or, il y a le comte de Namur qui vient en soutien, il y a des forces du Brabant. En fait, on pourrait se dire que c'est un mythe fondateur belge. Et, je veux dire, et aussi, apprendre cette histoire, autant dans les glorieux, comme on a eu Albert Ier qui est resté, autant dans ce qui s'est mal passé. Je veux dire, la crise congolaise, c'est toujours dans l'enseignement francophone. Laissé au choix du professeur. Il faut apprendre ça. Il faut apprendre où notre système a été, dans quelle obscurité. Et moi, je parle 1907, 1960, parce qu'en 1960, la Belgique intervient aussi pour soutenir des mouvements au Katanga, etc. Il faut que les gens apprennent ça. Et qu'en plus, et même notre histoire moderne, on ne l'apprend pas. Parce que moi, clairement, ouais, bien sûr. Surtout un autre déclic que j'ai eu pour m'engager aussi pour l'unité de la Belgique, c'est que quand on vient d'Anderlecht, on a une certaine haine des Flamands. Ça, c'est le truc que j'ai ressenti. Ils sont là, les Flamands. Et en fait, c'est justement parce qu'on ne travaille pas avec eux. On nous coupe un peu. On n'étudie pas l'histoire flamande. On apprend que très... Même, je suis sûr qu'il y a des Bruxellois qui ne savent même pas qu'à un moment donné, le néerlandais, c'était une langue discriminée. Qu'à un moment donné, ils ont subi des discriminations et que ça ne s'est même pas appris dans l'enseignement. Et là, je veux dire, à un moment donné, quand je suis parti travailler en Flandre, comme jardinier, j'ai travaillé avec des néerlandophones, des flamands, et j'ai vraiment appris, je me suis ouvert, j'ai discuté avec eux, j'ai vu un peu leurs revendications. Parce que c'est vrai, beaucoup de flamands votent Vlaams Belang, votent NVA, mais justement, là où j'ai parlé avec eux, c'est qu'en fait, c'est plus par dégoût du monde politique qu'en fait, ils se radicalisent. Bien sûr, ouais. Je crois que c'est aussi par conservatisme, parce qu'on veut conserver justement son identité. Et les partis dits traditionnels aujourd'hui ne conservent pas ce dont tu parles maintenant, tu vois. Cet amour pour l'histoire de la nation, cet amour pour une éducation propre à notre nation, tu vois, à la fois qui comprend la composante allemande, germanique ou germanophone pour la Belgique, flamande et francophone, tu vois, et qui ne prend pas en compte non plus l'aspect économico-scientifique de notre nation, tu vois. Et le fait qu'il y ait ce manque-là, on se tourne effectivement vers des partis dits conservateurs. Parce que appeler Vlaams Belang, NVA, ça comme des partis d'extrême droite, effectivement, oui, c'est comme ça qu'on les qualifie aujourd'hui. Mais quand tu vas dans une commune qui est dirigée par la NVA, tu seras content de voir comment ce qu'elle est gérée. Cette commune, il y a quelque chose d'intéressant. Quand tu vois, par exemple, le rappel chaque année du Vlaams Leeuw, tu vois, la fête, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en gros, la fête de la Flandre, tu vois, c'est des événements importants dans l'histoire de la Belgique. Alors effectivement, oui, pas avec un objectif séparatiste comme le revendiquent NVA et Vlaams Belang, cependant, c'est quelque chose de riche pour nous. Et tu trouves que malgré que vous ayez mis ces 3 points centraux, tu vois, qui sont l'éducation et l'innovation. Et la démocratie. Voilà, j'allais y arriver. Et la démocratie. Tu trouves qu'aujourd'hui, le système politique belge, parce que j'ai vu dans votre programme, c'était un point intéressant, vous avez parlé de refédéralisation de la Belgique. Est-ce que tu penses que le système fédéral aujourd'hui est au point ? Pas du tout. Il n'est pas du tout au point. Quand on voit que autant de compétences ont été données à des communautés, je veux dire le commerce international, la question au niveau de l'emploi, parce que je veux dire à un moment donné il y a de l'emploi en Flandre et qu'on voit que le VDAB gère mieux que le Forum ou Actiris, ça avec beaucoup d'avis, de témoignages, c'est vrai. Et il faut une politique de l'emploi à l'échelle nationale, hein. C'est sur un territoire. Au niveau de la coordination, au niveau de la mobilité, on voit ce que ça crée. Je veux dire là maintenant il y a une bretelle d'autoroute qui était fermée, je pense. Et là maintenant ça crée des emboutages monstres. Moi, j'ai un point à venir surtout sur le point fédéral. C'est que, en fait, le manque de fédéral, ça nous coûte de l'argent. Et je pourrais être facile et vous dire que c'est au niveau des instances parlementaires qui coûte cher. C'est vrai, elle coûte cher. Environ 400, 200 millions d'euros par parlement. Mais surtout, un point où là, j'ai checké, c'était au niveau du métro 3. Parce que là, on est en train d'endetter la région Bruxelles-Capitale à hauteur de 4,7 milliards, ce qui est énorme. Oui, il y a des accords entre entrepreneurs pour faire monter les prix, mais ça, c'est classique. Mais surtout, en fait, c'est la décision d'avoir fait ce métro 3. C'est qu'en soi, il y avait déjà d'autres alternatives. Il y avait la ligne S, qui est le RER bruxellois, et qui est déjà en place, vu que Bruxelles s'est pas construit comme une agglomération unifiée. Elle était en plein de petites villes, genre Anderlecht c'est une ville, Schaerbeek c'est une ville, Bruxelles c'est une ville, ça s'est rassemblé. Et qu'en fait, il y avait déjà toutes ces lignes de train et lignes S qu'on pourrait développer. Ça, c'est une réelle solution, parce que ça va autant de Uccle qu'à Drogenbos, etc. Et ça permet vraiment aux Bruxellois de pouvoir se déplacer. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Ah non, on veut un métro. Et ça va jusqu'à dire... je pense que c'était Pascal Smet qui avait dit ça, qui avait dit il faut que j'ai un métro
C'était qui encore le grand Belge qui a fait du jazz? Alors là, tu me poses une question. Attends. Si, c'est près de Anne-Essence qui veut faire sa station. En tout cas, c'est un grand jazzman. Non, excusez-moi, vraiment, parce que c'est un grand jazzman. C'est vraiment. Alors là, tu me prends par surprise. Oui, ça. Mais donc, je veux dire que là, en fait, on voit, et donc ce manque de fédéral nous coûte parce qu'il y avait déjà des solutions. Et moi, j'ai envoyé un mail parce que l'article 32 de la Constitution nous permet de demander des questions avec des documents. J'envoie ce mail et on me répond non, il faut demander à la SNCB. Ça veut dire que vous n'avez même pas été communiqué. Donc, c'était Belléry, ceux qui envoient les fonds à la région. Ouais. Vous n'avez même pas été communiqué pour voir s'il n'y avait pas des solutions fédérales. Au lieu que ces lignes S existent. Donc, vous avez détruit un quartier, détruit des commerçants. Vous avez endetté de 4,5 milliards parce que, moi, je vais vous dire une chose. Tous les gens qui vous disent on va maintenir ce métro 3, derrière, ça a fait un trou dans les budgets de la région. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La taxe kilométrique, ils vont la mettre. Les taxes de stationnement, ils vont encore les augmenter à cause de ce métro 3 parce qu'ils ont endetté la région. Ils l'ont presque mis en faillite. Et je veux dire que là, et ils ont mis en faillite, au lieu qu'il y avait déjà une solution fédérale, la ligne S, et qui est ultra pratique. Au lieu de prioriser sur ça, non. C'est une solution. On se concentre dans nos régions. On fait tout dans notre région comme si nos régions faisaient plus de 30 000 km², au lieu que la région Bruxelles-Capitale, c'est 166 km². Et on endette. Et donc, en fait, on voit clairement le manque de fédéral, le manque d'unité dans le pays nous coûte. Et c'est pour ça qu'il faut un moment dire, quand il y a des mouvements séparatistes, comme la NVA, etc. Parce que moi, j'ai discuté avec des syndicats, la SNCB. On parle de régionaliser la SNCB. Ça veut dire qu'il y aurait des trains gants et s'arrêteraient à la frontière linguistique et prendraient quelqu'un. Mais ça va coûter énormément. Bien sûr. Et ça, c'est une chose très méconnue par les Belges. Mais en fait, tous ces conflits communautaires, ça nous a énormément bridés. Parce que la Belgique, c'est un pays formidable. On a un pays qui a dans sa culture, qui aime le travail bien fait. Ça, c'est vraiment reconnu que pendant longtemps, on aimait le travail bien fait. La Syrie, on est le top du top. Il nous reste encore quelques vestiges, comme la FNR Stahl, qui fait le meilleur armement du monde. Bien sûr, ouais. Ou bien la Sonaca. C'est vrai que FNR Stahl, en ce moment, avec la situation géopolitique, c'est pas la meilleure entreprise. C'est pas la meilleure entreprise à citer, c'est vrai. C'est vraiment pas du tout, parce qu'il y a des questions au niveau livraison armement. Après, ça reste les meilleurs armements. Ah bien sûr, clairement. Parce que ça reste clairement ça. Clairement. Je parle pas, moi je dis, parce que la FNR Stahl, elle a survécu parce que c'est les employés eux-mêmes qui ont repris l'entreprise. Ça, moi je trouve ça extraordinaire. Ce sont des Belges qui étaient motivés parce qu'ils veulent faire du travail bien, qui ont repris. Après, c'est le régional qui a pris la main dessus. Ouais. Et le souci que j'ai avec ça, c'est que on sait ce qui va se passer. Donc, au niveau 2014, du gouvernement de 2014, qui était très à droite, très libéral, on décidait un rééquilibre budgétaire. Et vu que la FNR Stahl, c'est wallon, et que donc il y a 7 milliards qui est donné en dotation à la région wallonne. Et dans les accords en 2014, il est prévu qu'après 2024, il y a 10% qui diminuent chaque année. Et donc ça veut dire que on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont pas aller checker restructurer un peu la classe politique, les mauvaises décisions qu'ils font. Non. Ils vont aller taper dans les services publics. Ils vont aller taper dans les entreprises qui nous appartiennent et qui créent de l'emploi. Et ça, on est sûr. Et c'est pour ça que nous, on va apporter d'autres solutions. On veut dire à un moment donné, voilà, il faut des politiques à l'échelle nationale. Il faut à un moment se développer à l'échelle nationale. On a des opportunités en Belgique. Et je pense que tout le monde le voit. Et on a détruit pas mal d'opportunités. Et en plus, on a détruit pas mal d'opportunités. Il y a un truc qui a très bien marché sur ma chaîne TikTok et qui fait sourire certains et qui me dit ouais, c'est pas très sérieux. C'est Océade. Ouais, justement, d'essayer de réinstaller un privé pour ça, parce que ça permettait du loisir pour les Bruxellois, c'était super pratique pour les Bruxellois, et surtout ça crée de l'emploi et ça crée de l'argent. Et de se dire qu'on va relancer des projets au CEAD, c'était vraiment parce que tous les Bruxellois ont envie de ça. Bien sûr, clairement. Et je veux dire, il n'y a plus de parc aquatique sur Bruxelles. C'est ça, et je veux dire quand on est Bruxellois, aller à Aqualibi, c'est cher et c'est loin, et voilà. Ouais, et on n'est pas toujours les bienvenus aussi. Oui, et puis au CEAD, c'était cool. C'est vraiment le... Ouais, clairement. Et je veux dire que se dire qu'on va mettre des plans en place, par exemple sur les microprocesseurs, où on a des canaux, on a des chemins de fer, on a un port d'Anvers. Il suffit aussi de faire de la coopération internationale et au niveau du raffinement des terres rares. Parce que ça, c'est un sujet que je veux dire, c'est que là, l'Europe, on s'est mis en situation de dépendance à des États comme la Chine, où là, on est à 90% dépendant au niveau de l'acheminement de terres rares, en tout cas du raffinement des terres rares via la Chine, ce qui est problématique. Parce qu'on est c'est-à-dire qu'on est quand même dépendant d'un État chinois qui commet aussi des actes contre l'humanité avec ce qui se passe au Xinjiang, avec les communautés ouïghours, où c'est du génocide. Voilà. Je veux dire, quand on est là à détruire une culture, castrer, mettre les gens, ça, c'est des trucs où je sais très bien qu'il y a des partis politiques, quand on parle de ça, ils vont essayer de dévier le sujet. Ouais, je pense savoir à qui se fait allusion. Ouais. Mais là où je suis un peu plus subtil là-dedans, c'est que
Quand on va regarder, en fait, il y a des solutions qu'on a mis en place en Belgique qui sont ultra bien. Parce qu'en fait, quand on regarde l'État belge, déjà la constitution belge, c'est vraiment... avant les rajouts qu'ils ont fait en 1970, etc., c'est vraiment beau. C'est vraiment un texte fait pour garantir nos libertés, etc. Mais on avait fait créer une autre instance qui est le SFPM, donc les fonds souverains. Donc un fonds souverain, c'est l'État qui investit de l'argent dans des entreprises pour garantir des recettes futures. Donc la Norvège fait ça, c'est très rentable pour eux, ils sont à 1440 milliards et ça leur permet de garantir leurs fonds de pension, de garantir l'enseignement, etc. Donc ça permet de... En fait, là où la solution que certains amènent, c'est de taxer le capital, là c'est directement participer au capital pour avoir l'argent de ce capital. Et ils ont investi justement dans les GAFAM et en plus de ça, la Norvège a suivi des trucs où en mode... Ils ont pu diminuer les salaires des CEO parce que justement, ils étaient dans les capitaux, ils étaient dans le conseil d'administration, ils pouvaient directement faire pression. Mais nous, on a ça en Belgique, le SFPIM. Mais quand j'ai regardé un peu la liste des investissements, j'ai vu qu'en fait, on avait investi en Chine. On a investi dans le Fujian Capital Risk, dans d'autres choses. Ouais. Et je me dis qu'en fait, on a investi. Donc, on a un moyen de pression. Donc, peut-être on peut rediscuter ça et se dire, à un moment donné, si on a investi, qu'on garantisse en tout cas... l'arrêt du génocide au Xinjiang, par exemple. On peut amener d'autres solutions. Ouais, mais est-ce que tu trouves que, quand tu regardes la création de l'Union européenne, l'un des pays phares, c'était la Belgique. La Belgique était une réelle puissance économique à l'époque et politique. Et aujourd'hui, encore, la Belgique, tu vois, c'est la capitale de l'Europe. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. On reste un pays important. Est-ce que tu trouves qu'à l'échelle internationale, notre nation est reconnue à sa juste valeur ? Je pense que oui. Et je pense qu'il faut remettre ça sur le plan international. Parce qu'en fait, la Belgique, quand on la regarde, je vais prendre un exemple, en 1912, c'est quand même des Belges qui ont été se dire, et si on allait vendre des chemins de fer aux Chinois ? C'est les premiers à faire ça. C'est réellement se dire, on est des outsiders, on va aller commercer avec n'importe qui. Et on a des marchés qui se développent incroyablement. Je veux dire, beaucoup voient directement la Chine, etc. Mais en fait... Historiquement, on est... Mais on a des pays comme... Je veux dire, moi j'étais à Agadir récemment au Maroc, on voit comment ça se développe, c'est incroyable. Il y a des pays en Afrique qui se développent incroyablement bien. L'Asie, on n'en parle même pas. Je veux dire qu'à un moment donné, il y a des ouvertures où vraiment, on peut, au lieu d'avoir ces... Parce que le souci de la diplomatie européenne, c'est qu'on a toujours été dans des logiques de domination. Et qu'une fois que la Chine est venue en proposant des accords commerciaux un peu plus avantageux, ils ont direct switch vers la Chine. Mais bon, ces États, c'est toujours dans leurs intérêts. Je veux dire, que ce soit les pays européens et que la Chine ou bien la Russie, c'est toujours une espèce de forme de néocolonialisme. C'est toujours une forme de... on va essayer d'avoir les ressources le moins cher possible dans nos industries pour faire tourner nos industries. Et là où on peut arriver justement avec un autre message et une Belgique outsider, c'est réellement d'aller vers ces pays et de faire de la coopération à l'international, faire du win-win. Parce que vraiment, si on propose ça, déjà on est grand de faire ça. Même si on est petit, on est un grand pays si on fait ça. Et de deux, on permet vraiment de construire des relations commerciales, de la diplomatie, des relations amicales. Et je pense que ça, on l'a déjà fait par le passé, on l'a déjà continué, et je pense qu'on doit continuer dans ça, et même créer de nouvelles relations comme ça. Donc, si je synthétise ce que tu viens de dire, la Belgique est une puissance internationale, on doit juste continuer à développer notre coopération avec certains pays, que ce soit en Afrique, en Asie ou dans d'autres contrées du monde, à une condition, c'est que la Belgique reste maître de sa coopération. Qu'elle choisisse ses acteurs avec qui elle va coopérer. Et bon, malheureusement, il y a des situations où on n'est plus en position de force. Avec la Chine, on n'est plus en situation de position de force du tout. Et on le voit très bien, même avec la Russie, on n'est plus en position de force. Et c'est ça qui pêche. C'est qu'en fait, là maintenant, on doit trouver des nouveaux acteurs. On doit vraiment aller chercher des nouvelles relations internationales, des nouvelles relations amicales, parce qu'en fait, c'est que comme ça qu'on pourra contrecarrer. Quand on voit ce qui se passe avec les BRICS, où réellement les BRICS deviennent énormes, le bloc occidental, il est dans une impasse. Et la seule impasse vers laquelle on doit aller, la seule solution, c'est d'aller réellement au contact de ces autres pays et réellement faire de la coopération. Et ça, je pense que si la Belgique, parce qu'on remet beaucoup de choses sur l'Union européenne, mais on oublie que les États peuvent faire déjà beaucoup de choses. Ouais, et si déjà on met cette dynamique de relations commerciales où on va directement avec des pays et on crée notamment de nouvelles relations commerciales, ça va influer les autres acteurs européens. Donc c'est vraiment ça. C'est même dans l'innovation, on voit ça dans notre point sur l'innovation. C'est que réellement, on a envie de développer certains pôles d'innovation qui ne sont pas développés ailleurs. Pour toujours avoir cet avantage du « allez, on a développé des choses que les autres n'ont pas encore développées, donc on a cet avantage comparatif ». Parce que là, vu qu'on est parmi le top des nations au niveau de l'innovation, on doit vraiment surperformer. Et en plus, ça crée énormément d'emplois, ça crée énormément d'argent, on fait tourner la science et c'est vraiment des choses qui sont magnifiques. Là, je parlais d'automatisation agricole à un moment donné, en n'oubliant pas que les solutions durables aussi sont des solutions et qu'elles sont innovantes aussi.
mais aussi au niveau microprocesseur, automatisation. Là, un truc qui n'est pas trop posé sur le futur, mais qui est réellement ce qui va changer nos sociétés à long terme et notre génération, c'est l'intelligence artificielle. Clairement, ouais. Je veux dire, là, on est vraiment là où l'intelligence artificielle, j'ai vu juste je pense que c'était Mathieu Michel qui parlait de ça, mais c'était pas très ambitieux. C'était vraiment, ça va nous rapporter de l'argent, point à la ligne. Et moi, ce que j'avais vu comme projet, c'est que la Belgique, elle avait donné en aide au développement au Maroc 3 millions d'euros. Et qu'avec ces 3 millions d'euros, le Royaume du Maroc avait directement entamé un programme de création d'intelligence artificielle d'aide éducative. Et moi, à côté de la politique, juste avant de m'engager en politique, j'ai justement voulu faire avec un pote, avec ChatGPT, vu qu'on sait mettre des add-ons, etc., créer une entreprise d'intelligence artificielle aide éducative. Mais pas pour les étudiants, pas pour qu'ils font des devoirs plus faciles ou quoi. C'est vraiment pour que les professeurs créent des cours plus facilement, corrigent plus facilement, etc. Parce que là, il y a un point que j'avais parlé avec toi avant en off, c'était au niveau de la pénurie professorale. Et ce qu'on néglige, c'est le travail du professeur. On voit beaucoup de gens, même beaucoup d'élèves, on est là à critiquer, ils font rien, etc. C'est faux. Ils ont d'énormes copies à corriger, ils ont d'énormes charges de travail, ils ont d'énormes charges mentales. Et peut-être se dire, on va développer l'intelligence artificielle, contrôler et développer ça au niveau à l'échelle nationale. Et comme ça, on peut réellement aider et coopérer avec les professeurs. Parce que ce qui va se passer, c'est que cette intelligence artificielle éducative, moi j'en suis sûr à 2000%, ça va être développé. Mais ça va être développé par une GAFAM. Ce qui va se passer, c'est que la GAFAM elle va être en position de force. Elon Musk. Ouais, mais Elon Musk ou quoi, mais c'est des privés. Et je veux dire que le truc qu'on a oublié, c'est que quand tu lances une entreprise privée, t'es pas là pour faire, t'es là pour faire de l'argent, en premier lieu. Et donc, ces gens, évidemment, ils vont surfacturer nos systèmes éducatifs, ça va être de nouveaux coûts, ça va être obligatoire, etc. Donc, je veux dire, on prend les temps, on développe des choses, et justement, on peut prendre les devants justement parce qu'on est jeune, parce qu'on est informé de tout ça. Des gens qui sont là depuis 40 ans, ils vont voir ça comme un peu un truc cool, un peu gadget, mais ils vont pas se dire, c'est une opportunité. Ils vont se dire, le privé va faire. Et au final, ça va surtaxer. Et vraiment, c'est ces trucs de, entreprendre ça avec l'État, et réellement développer cette intelligence artificielle, contrôler, parce que ça peut aller très loin, l'intelligence artificielle. Clairement, ouais, bien sûr. Ouais. Quand moi j'ai vu en mettant mon cours de sciences économiques, ils faisaient parfois des tests plus rapidement que les profs. J'étais là en mode, ok. C'est surprenant l'intelligence artificielle. Mais disons maintenant, pour revenir un petit peu à l'élection belge, donc vous êtes candidat au régional. Non, au fédéral. Uniquement au fédéral. Uniquement au fédéral. Ok, d'accord. Et imaginons demain, vous gagnez des sièges. Tu devras faire des coalitions avec des partis. Étant donné que vous aurez, je sais pas moi, peut-être 3 sièges si tout se passe bien pour vous. Imaginons demain, vous avez 3 sièges. Avec quel parti est-ce que tu ne ferais pas de coalition et pourquoi ? Déjà, le Vlaams Belang et la NVA. Donc, le Vlaams Belang, c'est de l'extrême droite, c'est descendant du Vlaams Belang. Donc, c'est littéralement des nazis qui ont fondé ce parti. Voilà, faut poser les bases. La NVA, une volonté séparatiste, une volonté confédéraliste, donc ils vont pas construire des choses, ils vont vouloir démanteler une grande partie. Il y a le PTB, mais ça c'est parce que réellement ils disent qu'ils sont pour certaines choses, mais au fond, il faut toujours le dire, au fond le PTB ça reste des communistes. Et ça je pense que c'est ce qu'ils ont réussi comme coup de maître ces dernières années, c'est qu'on leur enlève cette étiquette de parti communiste. Parce que moi parfois je parle à des gens dans la rue, je dis mais les gars le PTB c'est un parti communiste. Hein. Je veux dire quand ils sont là et quand ils dénoncent le double discours. Je veux dire, moi j'ai vu Marc Botenga, député européen, quand il dénonce ses discours, oui, il est très connu sur les réseaux sociaux, et parfois il dénonce des choses justes, avec la question Rwanda, etc. Oui, il a raison de faire ça. Mais quand on va lui poser des questions au niveau chinois, là, ça bégaye. Et c'est vraiment... non, c'est pas la même chose. Il y a l'Occident qui veut s'en prendre à la Chine, donc il ne faut pas rentrer dans une guerre. Ouais. Et après, ils vont me dire en face, oui, mais nous, on veut être indépendants. Je veux dire, on doit prendre ce qui se fait. Pour l'instant, on va voir nos partenaires commerciaux. Les plus gros partenaires commerciaux qu'on a à la Belgique, la Chine, les États-Unis, les pays européens. Et la Turquie, parfois, ou d'autres pays annexes. Ouais. Mais je veux dire, donc c'est plus se dire, c'est qui nos partenaires commerciaux ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos relations commerciales, dans nos relations diplomatiques pour faire changer certaines choses ? Je veux dire, la Chine, la question ouïghour, les États-Unis, leur soutien à Israël, qu'on doit commencer à changer. Et au niveau Afrique centrale, la question au niveau de la RDC, que l'Europe soutient le Rwanda, ou que là, réellement, c'est des massacres. Je pense qu'on a plus de 6 millions de morts. Parce que moi, justement, c'est ça. C'est que ces choses-là, notre jeunesse, notre génération, on a eu les réseaux sociaux, on les a vus dès 13-14 ans.
Et on ne savait pas agir, parce que dès 13-14 ans, on ne rentre pas dans le monde politique, on est des gamins. Et que ces choses qu'on a vues, maintenant, je les vois récupérées par d'autres partis politiques, mais j'ai eu une impression malsaine que les partis politiques l'ont récupéré parce qu'il y avait eu une trend sur TikTok. Ouais, clairement, ouais, clairement. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques traditionnels ont très bien compris l'enjeu des réseaux sociaux. Ils les utilisent aussi à bon escient ou pas. Ça, c'est eux qui en jugeront. Mais ils utilisent les réseaux sociaux à des fins électoralistes, de un, et de deux, à des fins politiciennes, en fait, tout simplement. Ouais, surtout que j'étais là en mode, je regarde, je fais, mais ça fait 30-40 ans que vous êtes au pouvoir. Vous saviez ça. Si vous vouliez intervenir, vous l'auriez fait. Et là, au niveau réseaux sociaux, c'est vrai. Là, notre génération elle a été extrêmement marquée par les réseaux sociaux. Et on a surtout eu des discours. Vraiment, le discours qui a le plus touché des gens, c'est Andrew Tate, Yomi Denzel, etc. Je veux dire, autant il y a des choses où c'est positif, par exemple Yomi Denzel, où vraiment, parfois, il donne des bonnes instructions, de faire de l'entrepreneuriat, etc. Mais après, derrière, ils vendent son produit, quoi. Ils vendent une formation. Ouais, clairement, clairement. J'ai vu en Belgique, on a quelqu'un qui est Marvin Diaye, qui fait ça aussi. C'est des bons messages, etc. Et je veux dire, de créer des business, etc. Mais surtout, le problème, c'est que derrière ça, il y a toute une branche qui a voulu dénigrer les études, dénigrer ça. Donc, si on regarde les chiffres, je veux dire, à notre génération, on doit se motiver à aller aux études parce que s'il y a des gens qui, moi, c'est pas mon cas, mais il y a des gens, je sais très bien, leur objectif, c'est d'avoir la féfé, c'est d'avoir la russe, etc. En soi, les meilleures études que vous pouvez faire, c'est ingénieur, polytechnicien, etc. Hein. Ah oui, clairement, ouais, clairement. Ouais. Je veux dire, là, c'est des milieux où là, mais je pense aussi il y a une branche de jeunes qui sont aussi ultra motivés à avoir justement des valeurs, justement à défendre ça. Et j'en fais partie, mais j'en connais plein d'autres qui sont vraiment dans la même optique de, en fait, je veux construire quelque chose de stable, être bien avec moi, me dire que mes enfants pourront grandir dans une société et surtout se dire qu'en fait, là où toujours pendant 10 ans, les politiciens ont dit oui, les jeunes générations, etc., ils vont affronter ça. En fait, je suis la jeune génération. Vraiment, je suis membre de cette jeune génération qui va affronter ça. Donc il faut vraiment qu'on prenne la main dessus, qu'on se dise on apporte quelque chose de bénéfique, qu'on n'est pas là à aller dans un discours idéaliste, on va tout changer, tout réformer, etc., que tout sera parfait, mais que là, il y a des problèmes qui s'accumulent et qu'il faut trouver des solutions. Je pense, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je suis Anderlechtois et que moi, j'ai eu la pauvreté, mais surtout la misère s'accroître énormément. Et ça, c'est effarant. Je veux dire, là, quand je vois maintenant la station Saint-Guidon, je veux dire, il y a des piles de SDF. Il y a des piles de clairement, ouais, clairement. Mais ça, c'est parce que la problématique, elle a été repoussée constamment. C'est-à-dire que la phénoménologie des personnes en errance, elle a commencé à une certaine zone. On a mené une action politique avec les services de police et le milieu associatif. On les a déplacés. Et le phénomène, en fait, c'est à chaque fois déplacé. On ne l'a pas traité à la base, on l'a juste déplacé. Et surtout, on les a déshumanisés. Ah ouais, c'est absolument. Ça. Moi, je veux dire, c'est des citoyens. On leur doit le même respect. Dans notre constitution, il est quand même marqué que tout le monde, on doit garantir à tout le monde un logement décent. Et je pense que justement, nous, on arrive avec une politique d'house firsting, on veut mettre ça en place, donc logement d'abord. Mais c'est un devoir constitutionnel, en fait, le logement d'abord. C'est que, réellement, pourquoi ces gens, moi j'en ai discuté avec pas mal, ils me disent oui, ma femme m'a quitté, elle a pris la garde des enfants, etc. Et je suis tombé en dépression, j'ai plus de repères, mais se dire, attends, c'est normal en fait que tu es tombé dans la rue, en fait tu as fait une dépression, personne t'a assisté, et tu tombes dans la rue sans rien, tu tombes face à des drogues, on sait maintenant que le crack, etc., ce genre de drogue maintenant c'est très peu cher, donc en plus on voit le nombre de SDF maintenant qu'on voit se piquer dans les rames de métro, etc. Et ça participe encore plus, parce que maintenant je vois des partis comme Défi, justement, le truc qu'ils vont dire premièrement sur SDF, allez, on peut les mettre en prison. J'étais là en mode... après, eux ne demandent pas mieux, parce qu'au moins ils ont un toit. Oui, c'était ça à l'ancienne. Ça, c'était à l'ancienne. Avant, la mendicité était interdite, on vous mettait en prison. Voilà. Mais je pense que là, notre société, elle a évolué et que c'est directement leur permettre d'avoir un logement, leur permettre, justement, le politique de sorting, c'est 6 mois, on t'offre un logement, puis tu as un loyer, et donc après, tu te réintègres petit à petit dans la société, et de les considérer vraiment comme des humains, parce que là, on les considère vraiment pas comme des humains. Et c'est ça le truc, c'est que là, maintenant, on a besoin de solutions efficaces. Et ce qui se passe, c'est que vu que pendant des décennies, on n'a pas eu de solution efficace, on a des politiciens qui viennent avec des discours ultra simplistes. Et là, les discours ultra simplistes qui marchent, malheureusement en Europe, c'est l'extrême droite.
parce qu'il n'y a pas de solution. En Ouais. fait, c'est effrayant, mais moi, une fois, j'étais comme ça, parce que j'ai dû parler à des milliers de personnes pour avoir les signatures, parce qu'il faut donner la carte d'identité, etc. Parfois, les gens n'ont pas et tout. Et je discute avec un couple de lesbiennes. Et ils me disent non, non. Et moi, ça m'intrigue, parce que je me dis, c'est bizarre, ils ont l'air quand même ouverts à la discussion. Ils me disent, non, moi, j'ai voté Vlaams Belang. Et moi, je suis là, je fais... Mais, je veux dire, un couple de lesbiennes qui vote Vlaams Belang, sachant les positions que Vlaams Belang a eues ces dernières décennies face à ça, j'étais en mode, attends, je vais me poser, je vais comprendre. Et en fait, réellement, pourquoi ces gens se dirigent vers l'extrême droite ou même l'extrême gauche, c'est vraiment parce que ils en ont marre de ce système. On les écoute pas, on n'en a rien à faire d'eux, on prend des décisions arbitraires, on les soutient pas et ouais, ils veulent juste changer le système. En fait, c'est limite un vote de protestation. Clairement, ouais, on se dit, on a tout essayé, autant essayer le pire maintenant. C'est ça. Et en plus, ils tombent facilement dans ces idées racistes, etc. Je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, moi, il y a un pote qui m'avait envoyé un post TikTok du Vlaams Belang. Genre, il était marqué, genre, c'était un post TikTok où il montrait le nombre de Marocains, genre à la Geert Wilders, comme ça. Ouais. Ah, le nombre de Marocains qu'il y a en Belgique, là. Et, comparé avec les McDonald's aux États-Unis. Je t'avoue que ça m'aurait fait rire. Hein. Ouais, mais je veux dire, oui, t'es là en mode, tu fais. Ouais, c'est marrant. Parfois, ils font. Allez, c'est vrai que c'est extrême et c'est. Comment dire, c'est insultant, tu vois. Mais je trouve ça marrant. C'est pitre, quoi. C'est de la pitrerie. Et t'es là en mode, tu fais. Ok, c'est quoi, tu vois. Et les gens tombent dans ça. Parce que réellement, en fait, je pense que en Belgique, il y a. Déjà, je vois que la Belgique, c'est pas comme la France. Je pense qu'il y a des politiciens. Ah ouais, non, il y a clairement. Il y a des politiciens qui confondent ça. Parce que en Belgique, bah, c'est pas une mentalité t'aimes ton pays ou tu le quittes. Non, c'est genre t'aimes ton pays, tu travailles, tu participes à la société. C'est ça la mentalité belge. C'est tant que tu travailles, etc. C'est tant que tu participes à la société déjà. C'est pas une société de droite à la française non plus. C'est pas une société. La société de français, c'est pas à la droite, c'est une société intrusive. La société française. Ouais. Je veux dire, en Belgique, pour citer Eric Zemmour, c'est une société d'assimilation, tu vois. Oui, c'est ça. Je veux dire, ils vont parler de trucs où, ou de la créolisation, etc. Où laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ouais. Après, c'est parce que nous aussi, on a une particularité belge aussi, tu vois. Le belge, il est, on en parlait en début d'épisode, tu vois, il est germanophone, francophone ou néerlandophone. Ouais. Et à Bruxelles, il est bilingue. Donc, on n'a pas le cul entre deux chaises, mais entre trois chaises, tu vois. Et il y a un parti comme le vôtre qui, justement, remet en avant cette identité belge qui est plurielle au niveau linguistique. Mais effectivement, ça donne quelque chose de radicalement différent d'une France qui n'a qu'une seule langue. Et après, dans son histoire, tu avais le nord de la France, le sud, les Parisiens, les Marseillais. C'est ça, et je veux dire, et qui même avait des discours ultra racistes sur les Belges qui venaient travailler en France. Genre, on était en mode, bon, je veux dire, en Belgique, on a plus la mentalité, tire ton plan, mais fais mal à personne et fais ça bien. Clairement, et je pense que c'est justement ça, la Belgique, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime ce pays. C'est qu'en fait, peu importe, en fait, presque tout le monde aime la Belgique, majoritairement. Je veux dire, bien sûr. Moi, je viens d'Anderlecht, j'ai plein de potes qui sont l'immigration, etc., mais ils aiment la Belgique. Et je veux dire, c'est vraiment ça. C'est vraiment se dire, attendez, on est tous d'accord, du nord au sud, même avec des Flamands, etc., que vous aimez la Belgique, que vous voulez juste que ça soit une société plus démocratique, que l'éducation marche et que l'innovation marche, et qu'à un moment donné, on donne toutes les chances et que tout le monde travaille, parce qu'il y a aussi cette question-là de pouvoir accéder au travail, et que tout ça fonctionne. Alors, pourquoi on ne crée pas un parti ? Ouais. Bon. Mais donc j'ai bien compris que l'UNI ne fera pas de coalition avec l'extrême droite et la gauche radicale, comme l'a appelé un candidat du PTB que j'ai reçu. Mais les partis traditionnels. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien vous dire qu'il y a certains qu'on ne devrait pas sélectionner, mais si on a... En fait, moi, ce que je pense, c'est que si on arrive à être élu, on sera plutôt dans l'opposition, à faire parce que dans l'opposition, on peut faire des propositions de loi. Hein. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition que... Bien sûr, tu peux venir avec des amendements, etc. On peut venir avec des amendements, des propositions de loi, etc. Le truc que j'ai constaté, c'est que, bon, le séparatisme, en vrai, ça arrange bien les partis traditionnels. Les premiers à avoir amené le séparatisme sur la table, c'est le CDNV, à avoir invité la NVA. Et la NVA les a retournés parce qu'ils ont pris l'avantage. Ouais. Le deuxième... C'était un parti à l'époque. Oui, c'était un tout petit parti, la NVA. Et je veux dire... Mais t'avais la coalition CDNV-NVA pendant de nombreuses années. Aux élections communales, tu pouvais voter pour CDNV-NVA. C'était un seul et même parti. Et je veux dire, après, le Parti socialiste... Ils jouent grandement en fait à ce séparatisme parce qu'ils viennent avec des discours quand il y a Paul Magnette qui vient dire oui le Wallon cherche un travail épanouissement. Je veux dire
déjà, la majorité, il y a des gens en Wallonie, ils s'arrachent au travail, etc. Tu vas leur dire ça. Et de deux, ça donne une ultra mauvaise image en Flandre. Ils sont là, ils se disent, c'est quoi ça? Au lieu que, en plus, c'est même pas en rapport avec Clairement, les ouais. gens qui travaillent, quoi. Et après, il y a le mouvement réformateur. Le mouvement réformateur se sont beaucoup de fois alliés. Donc, quand ils sont alliés en 2014, bah, ils ont démantelé le service public. Et je veux dire, il s'appelle mouvement réformateur, mais là où il faut faire des réformes, ils y vont pas. Hein. Ah, clairement, ouais. Ils y vont pas. Nous, avec l'Uni, on veut vraiment apporter cette solution du écoute, on va écouter tous les Belges, on va à un moment faire ce qu'on sait faire le mieux, des compromis pour que ça marche, et donc on va aller à chaque fois écouter les gens dans les secteurs et pas aller faire des compromis dans la classe politique. Quoi. Parce que la classe politique, en fait, j'ai constaté ça, c'est que c'est très facile d'y rentrer. Il faut pas croire que les portes elles sont fermées. C'est ultra facile. On rentre dans cette classe politique, on a l'habitude de faire de l'entre-soi. On discute beaucoup entre eux. Bien sûr, ouais. Et là, c'est le truc du il faut aller parler aux syndicats qui sont compétents, aux gens qui travaillent sur le terrain. Il faut aller parler aux entrepreneurs, aux fédérations d'entrepreneurs. Il faut aller parler aux entreprises. Et il faut mettre tous ces gens sur la table. Et c'est ça le rôle du politicien. C'est pas d'imaginer l'opinion du peuple, etc. Moi, j'avais vu Dominique de Villepin récemment sur une chaîne française qui disait ouais, mais non, on est devenu une démocratie d'opinion. Non. Parce que, je veux dire, il n'y a plus cette volonté de justement apporter des choses nouvelles. C'est vraiment, on va essayer de faire un melting pot de ce qui se passe dans la vie d'opinion et on va trouver un truc. Mais même la scène politique aujourd'hui, c'est devenu un milieu de petites phrases, tu vois. Quand on fait une interview politique, on recherche la petite phrase. Qu'est-ce qui va buzzer sur les réseaux sociaux? Alors certains vont en jouer parce que c'est des bons communicants. Donc quand ils vont faire une interview comme on pourrait faire aujourd'hui, bah, ils vont balancer quelques petites phrases, ils savent qu'elles vont être reprises sur les réseaux sociaux. Ça va leur donner un coup de pub, tu vois. Ils vont pouvoir s'expliquer sur d'autres plateaux. Et après, tu as les politiciens qui font dans le fond ce que, en gros, vous faites vous chez l'Uni. Oui. Après, si on ne sait pas lâcher de punchline, c'est parce qu'on n'a pas l'occasion d'avoir des débats. Et ça, la vérité, que vous soyez de n'importe quel parti, on accepte le débat. C'est parce qu'on n'est pas invité. Parce que ces punchlines se font lors des débats. Et je veux dire, à un moment donné, quand moi j'ai vu des discours ultra simplistes, je veux dire, Georges Louis Boucher, quand elle est là et qui va parler de la situation des prisons. Moi, j'ai fait l'effort d'aller appeler un gars de la CSC, de demander ce qui s'y passe et de voir ce qui se bat pas dans les prisons. Parce que de dire que c'est la faute des étrangers ou qu'il y a déjà des mécanismes qui sont en place pour faire retourner dans leur système carcéraux à eux, peut-être qu'ils sont certainement amplifiés, mais que en fait, d'autres problèmes, c'est au niveau de l'attraction de l'emploi. Parce que on va pas se mentir, travailler dans une prison, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de travailler dans une prison. Et si on ne propose que des CDD, qu'on ne propose même pas de formation pour faire face, et qu'en plus de ça, les détenus n'ont même pas de soins de santé, et qu'en soi, en fait, ils pètent des plombs. Il n'y a absolument aucun moyen qui est mis... Enfin, allez, aucun, j'abuse dans ce que je dis, mais il y a très peu de moyens qui sont mis à disposition des institutions pénitentiaires pour pouvoir lutter contre les différentes problématiques. Mais surtout, quand on parle moyens, ça fait directement référence à argent pour des gens. Ah oui, non, mais les moyens, ça peut être la formation. C'est peut-être la formation, c'est peut-être autre chose. En fait, quand j'ai discuté avec justement ces syndicats, même les pompiers, etc., c'est pas la question de l'argent. De l'argent, parfois, ça manque même pas. C'est une question de gestion. Et quand on va parler, par exemple, bêtement, il m'avait expliqué, en fait, il manque de psychologues. Et le psychologue, c'est celui qui fait le rapport sur le détenu. Et s'il n'y a pas le psychologue, le détenu reste 6 mois en plus. Donc, il doit repayer 6 mois en plus pour que le détenu reste en prison. Et donc, en fait, ce manque d'écoute dans notre société coûte des vies, coûte de l'argent. Et c'est problématique. Je veux dire, avec l'Uni, on apporte évidemment tout ce qui est démocratie, éducation, innovation, mais on a un point fort sur la démocratie. Parce que là, maintenant, qu'on se regarde, la Belgique est classée démocratie imparfaite. C'est un peu une honte pour un pays comme le nôtre. On est 36e au classement. La France est devant nous. Sur le classement, ça, c'est quand même cata, ça. C'est une cata, ouais. Ils sont toujours devant nous, ces bâtards. Non, c'est parce qu'ils trichent. C'est enfoiré de Mbappé. Lukaku, il l'a remis à sa place. Non, mais c'est vrai que et donc, c'est pour ça qu'on veut apporter des choses nouvelles. Les référendums à l'échelle locale, on est dans une société où c'est pas légal de faire ça. Je veux dire, la seule consultation qu'on a eue, c'était sur la question royale. Ça date de 1945. Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai qu'on doit remettre ça sur la table. On n'est pas un État qui est assez démocratique. On a des progrès à devoir faire. Je veux dire, il y a la question du coup de move. Heureusement qu'il y a certains élus communaux, donc certains bourgmestres, qui ont effectivement dit stop à ça. Il y en a qui ont dit stop bien après, parce qu'ils voyaient que leur électorat partait. Hein, bien sûr. Big up au Parti Socialiste. Et je veux dire... près de chez moi, à Anderlecht, il y a eu énormément de projets qui sont contre la biodiversité à Nerpede, où en fait ils veulent détruire un espace de biodiversité.
sans l'accord de la population, etc. Et on ne laisse pas les moyens aux gens de pouvoir s'exprimer. Donc, en fait, ils sont dans une impasse, ils vont être obligés, en fait, de manifester, de parfois faire des actes qui sont du ras-le-bol. Et je veux dire qu'on n'a pas les mécanismes de référendum à l'échelle locale. Et justement, je pense qu'aussi une classe politique qui est contente de ça, parce que vu qu'il n'y a pas ces mécanismes où on laisse la population gérer, eh ben, ils peuvent utiliser ces sujets pour justement masquer certains problèmes. Je veux dire, on a eu un truc avec la Evras. Je veux dire, il y a le premier jet qui est sorti, mais derrière, en fait, il y a une autre question, et je pense que cette question d'éducation sexuelle et la vie affective, elle doit se poser. Bien sûr, tout à fait. Moi, je suis absolument pour. Mais ce qui est sorti dans le premier jet d'Evras, c'était quand même... C'était le premier jet. Je veux dire, voilà. Mais voilà, après, il y a une modification. Quand tu lis le projet de loi aujourd'hui, c'est autre chose. Quoi. C'est quasi 95 pages. Oui, c'est un label, c'est énormément de choses. C'est bien travaillé. Alors, certains, pour des questions communautaires, tu vois, vont avoir des réserves, mais c'est normal, tu vois. C'est normal. Mais je veux dire, ce premier jet, ils l'ont mis. Mais derrière, moi, je vais dire une chose. La pénurie professorale, clairement, elle est monstre. Moi, je sors de l'enseignement secondaire. 6 mois sans prof de maths. Ouais, c'est une catastrophe. Je fais comment si je veux faire des études en économie, en ingénierie? Même, réellement, t'es psychologue, tu dois faire des stats. T'as pas ton cours de stats, tu fais comment? Je veux dire, 4 mois, pas de cours anglais. On se retrouve avec une pénurie monstre. La solution, elle est multiple. C'est pas un problème simple. Il faut répondre vis-à-vis, comme j'ai dit, évoquer des pistes, l'IA, mais surtout, en fait, la question de la valorisation de l'expérience professionnelle. Je pense que même il y a aussi une question de respect à travailler. Parce que, je veux dire, il y a des professeurs parfois qui font excellemment bien leur travail, comme d'autres un peu moins, mais sincèrement, là, il y a une question au niveau de la valorisation de cette valeur d'enseignement. Il y a une question aussi au niveau justement, voilà, de se dire qu'on va donner aux jeunes cet esprit, parce que effectivement, qu'il y a des jeunes qui sont totalement perdus, qui ont des discours sur les réseaux sociaux qui leur disent de faire de l'argent via du dropshipping, etc., qui sont des choses, au final, quand ils vont essayer, il y a peut-être certains où ça va marcher. Mais d'autres, la plupart, voilà, c'est ça. Les gens qui font ces business, c'est des ventes de formation. Donc si tout le monde réussit la formation, ça serait un peu douteux. Ouais, et je veux dire, il y a réellement cette volonté dans nos quartiers de réussir. Moi, tous les gens avec qui j'ai parlé, il y a une volonté de réussir. Et il y a surtout une chose que j'ai remarquée. Les pouvoirs publics ont une espèce de confiance infinie aux jeunes de leur auto-apprentissage. En fait, je vais m'expliquer. Quand moi, une fois, j'étais posé à Clémenceau, et je vois des jeunes, je vois ils traînent, etc. Et je me dis, est-ce que vous traînerez comme ça, etc., si vous aviez un job étudiant? Juste bête question. Enfin, non, ouais, moi j'aimerais trop un job étudiant. Et je leur fais, etc. Il fait, mais moi je sais pas écrire un CV, moi je sais pas écrire une lettre de motivation, j'ai pas les codes. Et en fait, on voit, ce qui manque, c'est que l'école se dise, on va accompagner les jeunes à trouver un travail, un job étudiant, un job student, et on va faire tout en sorte que ça marche. Et en plus, si on fait travailler ces jeunes, plus avec des entreprises flammantes, ils vont découvrir. Ouais, ça rentre bien dans votre volet de l'innovation, parce que on innove en même temps. La problématique qui existe aujourd'hui autour de la présence des jeunes dans les rues, tu vois, on leur propose des solutions classiques, c'est soit tu vas faire du sport, soit tu vas à l'école de devoir, soit tu fais rien d'autre. Et là, l'approche innovative, c'est à partir de l'école, traitons la problématique justement de cette jeunesse qui traîne dans les quartiers et qui crée du désordre. Donc c'est hyper intéressant comme point de vue. Parce que surtout, moi, ce que je vois beaucoup comme argument, et je pense parce que sur les réseaux sociaux, c'est des gens de tous les mondes qui voient. Parce que moi, surtout, le premier argument, ils ont raison, c'est que oui, normalement, un jeune n'aurait pas à travailler. Et je veux dire que... Ça, c'est le scénario idéal. C'est le scénario idéal. Et après, quand on regarde... C'est du PTB. Oui, c'est du PTB et même parfois du PS. Et je veux dire, surtout, quand on regarde, en fait, on se dit, ces jeunes, il y en a qui ont vraiment faim d'argent. Et il y en a qui ont faim d'argent, mais il y en a qui ont besoin d'argent. J'ai déjà connu des jeunes où la mère est malade, ils sont dans une situation de divorce. Il n'y a pas d'autre obligation que de se retrousser les manches. Et parfois, dans ces quartiers, ce qui est le plus facile, c'est de travailler dans l'illégal. Et je pense qu'il y a beaucoup de mythes qui sont autour de l'illégal, mais il ne faut pas croire. Les jeunes qui travaillent dans l'illégal, ils vont faire, à 16 ans, ils vont faire ce qu'on appelle des TP, ils vont gagner 90 à 150 euros max. Ils pourraient faire ces sommes dans le légal, et après, en apprenant, et pour après créer des entreprises, etc., et rentrer dans le monde du travail, et avoir une autre philosophie. Il faut vraiment accompagner ces jeunes, il faut vraiment leur permettre d'avoir toutes les clés en main. Et quand on voit que même la base, les cours de maths, les cours, etc., ne sont pas donnés, comment on peut faire qu'ils aient ces clés en main pour justement monter et pouvoir se développer, pouvoir avoir une famille, etc.
Moi, j'ai une solution, c'est qu'ils votent unis aux prochaines élections fédérales et qu'ils votent Joachim Félix. T'es quantième sur la liste pour le rappeler aux gens, parce que Ouais. quand tu t'es présenté, t'as pas dit le quantième tu étais sur Alors, la je liste. suis numéro 3 sur la liste et c'est la liste numéro 23 à Bruxelles. C'est la liste numéro 23 à Bruxelles. Et, et tu penses que vous allez faire beaucoup de voix à ces élections à venir? On est à moins d'un mois. Moi, je l'espère sincèrement. Je pense que réellement, les 25 000 voix, c'est atteignable. C'est 5%, c'est atteignable. Je pense pas qu'on aura une majorité, à part si on buzz, et que ça pourrait être incroyable. Mais ça, il faudrait que les médias traditionnels nous invitent en débat et pour prouver. D'ailleurs, on lance un appel à tous ceux qui nous suivent et qui organisent des débats. N'hésitez pas à appeler Joachim Félix. Ouais. D'ailleurs, je te promets d'en parler parce que je connais quelques organisations qui comptent organiser des débats prochainement. Donc, je le parlerai de toi comme ça, en espérant. Je te garantis pas qu'ils vont venir parce que c'est pas mon choix. Mais je vais leur en parler pour que vous ayez de la visibilité. Parce que ce que j'ai trouvé intéressant dans notre échange, c'est la profondeur de ce que tu dis. Tu vois. Et t'es d'une intelligence incroyable. J'ai reçu plein de candidats et je dois te dire, en toute honnêteté, t'es le candidat le plus intelligent que j'ai rencontré. Et je te le dis en toute humilité, en toute sincérité. Tous les autres candidats que j'ai reçus, certains étaient initiés au discours politicien, tu vois, on fait de la politique politicienne, des bons rhétoriciens, etc. Toi, ce que tu as fait aujourd'hui avec moi dans cet échange, c'est que tu as abordé des sujets d'un point de vue intellectuel hyper intéressant. Il y a un vrai raisonnement derrière, c'est bien sourcé, c'est bien structuré. Et c'est pour ça que j'invite l'ensemble des personnes à voter. Troisième candidat au fédéral sur la liste 23, qui est la liste de l'UNI, et de voter Joachim Félix, de s'intéresser à toi et d'inviter les personnes tout simplement à t'encourager. Parce que je te promets, je suis surpris par ton intelligence. Ça fait plaisir à voir. Moi j'ai 30 ans. Et donc, à 18 ans... j'ai pas rencontré beaucoup de jeunes qui parlaient de ta façon, tu vois, de la même façon que toi et qui avaient la même vision pour la nation. Donc franchement, bravo à toi et bravo pour ton parcours. Merci beaucoup. Et c'est vraiment une chose, mais c'est surtout la question d'inspiration, je pense. Et c'est vraiment le rôle de mes parents, et ça, je les remercie de m'avoir fait ça. C'est que là où j'ai eu des hommes politiques qui me parlaient d'inspiration, d'hommes politiques, moi, l'inspiration que j'ai, c'est John Fitzgerald Kennedy, c'est Charles de Gaulle, c'est les plus grands qui ont marqué. Et c'est ce que, en parlant avec beaucoup d'anciennes générations, ça leur manque aussi. Et j'essaye. Et je le fais. Et toujours ce qu'on m'a dit, c'est n'essaye pas, fais-le. Et voilà. Moi, ce que j'essaie, c'est que rester simple citoyen, écouter, être à l'écoute. Et c'est ça la chose la plus importante. Parce qu'on peut apprendre de tout le monde. Et moi, ce que j'étais surtout agréablement surpris, les gens sont extrêmement gentils. Vraiment, quand j'ai dû aller chercher ces voix, quand j'ai dû aller chercher ces signatures, les gens sont gentils. Les gens veulent de ça. Et moi, je pense, c'est vrai, comme tu l'as souligné, le problème, c'est la visibilité qu'on a. On essaye de tout donner pour qu'on ait une bonne visibilité, mais ouais, vraiment, je pense que si on apporte notre solution, beaucoup de gens seraient intéressés par ça. Et moi, je le souhaite. Moi, j'essaie d'aborder le plus de thématiques variées sur mon compte. Je sais que beaucoup de gens nous ont connus grâce aux thématiques comme le train gratuit, comme le bilinguisme. Mais moi, j'essaie de couvrir l'entièreté du programme. Ça, les gens, ils ont une vision de tout. Et je suis accessible. Je veux dire, je vais essayer d'aller ce dimanche au cimetière de Jette, au marché de Jette, place du Miroir, pour aller distribuer un flyer. Vous pouvez m'aborder, je vais discuter avec vous. J'invite toutes les personnes qui ont suivi cet épisode jusqu'ici à te suivre et pourquoi pas, en espérant que l'épisode sera monté très rapidement pour qu'on puisse venir te voir ce dimanche au marché de Jet et pourquoi pas échanger avec toi. Un très grand merci à toi, Joachim. Merci beaucoup à toi, Kamel. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'ici. À très bientôt. Salam alaikum.